bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire qui a lieu lors de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Une série de 35 webinaires, on arrive sur le dernier jour aujourd'hui et on a le plaisir donc d'accueillir beaucoup d'intervenants, dont l'animateur donc Fabien Morena de l'association Trisomie 21 et qui va animer cette table ronde sur la formation inclusive. Et je te passe la main de suite, Fabien. Toutes et à tous. Alors, juste pour commencer, je vais me présenter. Effectivement, comme l'a dit Anthony, je m'appelle Fabien Morena, je suis éducateur spécialisé au sein de la plateforme ressources de l'association Trisomie 21 et je suis le référent de l'insertion professionnelle. Et du coup, dans le cadre de mon travail, j'accompagne à la fois des personnes vers l'insertion professionnelle et je suis en lien aussi avec l'ensemble des partenaires que vous aurez. Du coup, je les laisserai se présenter un tout petit peu avant. Alors, désolé pour les contretemps. On avait organisé l'année dernière une table ronde sur l'entreprise inclusive et la déficience intellectuelle et l'importance justement d'un système de coopération. Et pour ce faire, on s'était appuyé sur le projet professionnel de Théo Mrozievic, un jeune homme avec une trisomie 21 qui aujourd'hui est salarié au sein de l'association, de l'hôpital privé gériatrique Les Sources comme aide animateur. À l'heure actuelle, on peut faire aussi le constat que de nombreuses personnes avec une déficience intellectuelle ont déjà pu démontrer leur volonté, leurs compétences et convaincre des employeurs. On peut citer par exemple, et ils sont très nombreux, Madame Sophia Meael, qui est agent polyvalent de restauration à la ville de Nice, à l'école Les Orangers, Madame Sabina Bemba, équipière chez McDonald's à Nice, Monsieur Jordan Minglis, employé de libre-service à Monoprix Garibaldi, également à Nice. On a Mesdames Vernier, Claire, Alicia Messissi, Marion Ruiz, qui sont toutes les trois vendeuses à H&M sur des magasins du département. Et pour en citer encore un autre, Monsieur Tanguy Drevet, qui est agent de restauration à la mairie de la ville de Villefranche. Aujourd'hui, les personnes en situation de handicap, elles rencontrent encore des difficultés d'insertion professionnelle et c'est peut-être encore un peu plus accru pour les personnes avec une déficience intellectuelle et notamment pour les personnes avec une trisomie 21. Ces freins, finalement, en amont d'une embauche, ils peuvent être nombreux et ils peuvent se décliner par une méconnaissance, une peur du handicap. Ça peut parfois aussi être les représentations qui peuvent être erronées ou les préjugés que les personnes peuvent avoir sur ce type de handicap et sur les compétences des personnes. Ça peut être la peur aussi tout simplement de mal accompagner les personnes et la peur de mal faire. Ça peut être aussi les difficultés à imaginer des adaptations qui peuvent être nécessaires. Enfin, finalement, les personnes, comme n'importe quel salarié, une fois embauchées, elles peuvent avoir aussi le désir et l'envie de développer de nouvelles compétences, d'imaginer de changer de voie professionnelle. Et c'est justement cet accès à la formation professionnelle qui est un levier essentiel pour faire vivre cette volonté et permettre une réelle égalité des chances telle qu'elle est souhaitée par la loi. Cette même formation, elle peut également être un support pour les personnes en rupture de parcours et celles sans emploi, pour développer des compétences, les valoriser et faciliter l'accès ou le retour à l'emploi. Alors que la loi de 2005, elle vise à promouvoir une société inclusive, elle tend à l'accès pour tout un chacun au droit commun, comme tente de le mettre en relief aussi cette semaine sur l'accès à l'emploi pour le handicap. On s'aperçoit que les formations qui sont actuellement proposées aux personnes en situation de handicap, elles sont encore trop souvent organisées par le milieu spécialisé, entre pairs, et par les associations de personnes en situation de handicap. Et du coup, de manière à accompagner les personnes dans leur choix et du coup à pouvoir permettre aussi leur autodétermination et le choix de manière éclairée dans leur parcours, on a été amené à réfléchir au sein de la plateforme ressources Trisomie 21 sur ce sujet et on a sollicité l'ensemble de ces partenaires qui vont se présenter juste après cette introduction pour justement réfléchir à ces questionnements. De nombreuses mesures ont déjà émaillé les politiques publiques pour permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder à ces droits. Et la région, elle s'est au fil des années beaucoup mobilisée concernant cette dimension. C'est le cas aussi de beaucoup de partenaires et vous verrez dans les retours, que ce soit au niveau des formateurs, au niveau des différents partenaires, que de nombreuses choses ont déjà été réfléchies. C'est du coup cette question de l'accès à la formation professionnelle qui va être le centre de notre table ronde aujourd'hui, un sujet essentiel pour les personnes démarrant leur insertion professionnelle, leur parcours, mais aussi souhaitant monter en compétences dans leur emploi ou ayant un projet de réorientation, mais aussi pour les organismes employeurs qui ont besoin de salariés qualifiés et qui souhaitent valoriser les compétences.
Finalement, la question qu'on se pose un petit peu aujourd'hui, c'est comment réfléchir à un projet innovant qui permette aux personnes en situation de handicap de multiplier leur chemin dans le monde professionnel. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui que nous fassions un petit tour de table afin que nous puissions tous nous présenter. Et je vous demanderai aussi, du coup, chers partenaires, de pouvoir me dire en quelques mots ou en une petite phrase, finalement, ce qu'est pour vous la définition d'une formation inclusive et ce qui ne l'est pas. Et juste avant, je voulais préciser, Anthony vous a envoyé un petit message, vous n'hésitez pas dans le Q&R qui est en bas de votre écran à nous envoyer vos questions et on essaiera de prendre un temps en fin de table ronde pour essayer de vous répondre dans la mesure du possible. Voilà. Alors du coup, pour commencer, je vais vous proposer, Manuela, peut-être de vous présenter. J'allume mon micro. Bonjour, donc Manuela Bézio, je suis chargée de mission à la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur sur la formation professionnelle basée à Nice donc, et en charge de ce bassin. Pour répondre à ta question, une formation inclusive pour moi, c'est une formation qui doit être assez souple et agile, on va dire, pour s'adapter à toutes les situations vécues par les stagiaires, que ce soit d'ailleurs des situations de handicap ou des ruptures de parcours, parfois des freins périphériques qui sont liés à la mobilité, à l'hébergement, à la santé. Et donc, nous, on en attend beaucoup. On attend donc aussi de nouvelles modalités, évidemment, de mise en place et de mise en œuvre pour permettre l'accès donc à ces formations, mais aussi par la suite de maintenir les personnes en fait en formation. Ça, c'est quand même important. Et puis finalement, d'aller jusqu'au bout avec elles et de les certifier. Sur ta question, qu'est-ce que ne serait pas une formation inclusive ? C'est lorsqu'elle n'est pas accessible, on va dire, à tout public, lorsqu'elle ne sait pas jongler avec des parcours individualisés, tout en maintenant en fait une dynamique de groupe quand même. Voilà, et lorsqu'elle ne travaille pas concrètement, je pense aussi avec un réseau de partenaires pour lever tous les freins rencontrés. Voilà, j'espère que je n'ai pas été assez trop longue. Non, c'était parfait, Manuela. Merci pour ces précisions et pour cette présentation. Je vais peut-être laisser la parole à Marie Mas, du coup, pour le OTH. Bonjour à toutes et à tous. Donc, en effet, moi, je suis Marie Mas, donc je suis responsable projet au sein de l'association OTH. Association OTH qui porte l'accord handicap du secteur donc sanitaire, social et médico-social associatif. Déjà, je voulais vous remercier de m'avoir invitée puisque cette thématique est vraiment un sujet qui nous tient à cœur. Et donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'une formation inclusive ? Je pense que ça va au-delà de la question du handicap. Une formation inclusive, pour moi, c'est vraiment de comprendre des besoins spécifiques d'apprentissage. C'est aujourd'hui, quand on accompagne un apprenant, de comprendre ses besoins d'apprentissage et de pouvoir trouver des solutions nouvelles pour l'accompagner dans cet apprentissage. En fait, en réfléchissant à cette question, il y a 3 mots qui me sont venus à l'esprit. Le premier, c'est la sécurisation. Je pense que l'objectif d'une formation inclusive, c'est vraiment de sécuriser un parcours, c'est accompagner une personne vers l'emploi ou dans le maintien de son emploi et éviter donc les ruptures. Le deuxième mot qui m'est venu à l'esprit, c'est la pluridisciplinarité, puisque je pense qu'on ne peut pas mettre en place une formation inclusive sans être un collectif autour de ça. Il n'y a pas qu'un formateur et un apprenant, c'est vraiment toute une équipe derrière qui est là pour accompagner le projet et le parcours. Et puis enfin, l'innovation, parce qu'en fait, je pense que la formation inclusive, c'est l'innovation en continu. Il faut toujours se réinventer, sortir du cadre, avoir un esprit ouvert. Et comme Manuela le disait, c'est qu'aujourd'hui, il faut vraiment pouvoir rendre accessible, s'adapter. Et voilà, donc pour ce petit mot d'introduction, en espérant n'avoir pas été trop longue également. Merci beaucoup, Marie. Peut-être Christophe Bertrand, si on peut vous laisser la parole pour vous présenter. Oui, bien sûr. Christophe Bertrand, donc, de la GFIP PACA Corse. Donc, merci de m'avoir aussi invité à cette belle table ronde sur ce sujet de la formation inclusive.
Pour répondre à la question, une formation inclusive, alors c'est vrai que c'est difficile de passer derrière Marie et Manuela qui ont déjà, me semble-t-il, dit beaucoup de choses très justes et intéressantes. Mais finalement, voilà, si je pouvais y rajouter quelque chose, ça serait que, effectivement, c'est même au-delà du handicap, c'est d'accompagner les différences de chacun comme étant une source de richesse pour tous. Une formation où il y a une pédagogie à l'intérieur de laquelle la différence de chaque personne devient finalement une nouvelle norme. Et pour moi, ce qui ne l'est pas, donc, c'est plutôt quand on essaie de faire rentrer au forceps, justement, dans un moule unique, dans une norme, l'ensemble des apprenants. Donc, cela nécessite effectivement de l'innovation, de l'agilité, de l'échange de pratiques, de la remise en question assez permanente. Mais je crois aussi que c'est toute la richesse de ces métiers aussi, où on essaie de transmettre, d'accompagner et d'appuyer, faire de la pédagogie pour que, effectivement, chacun puisse devenir le plus autonome possible. Merci, merci Christophe. Je vais peut-être donner la parole à Christopher qui du coup intervient en tant que mairie métropole Nice-Côte d'Azur. Peut-être je vous laisse vous présenter Christopher. Bonjour à tous. Je travaille aux ressources humaines de la métropole Nice-Côte d'Azur et nous sommes mutualisés avec la métropole, avec la ville de Nice et le CCAS de Nice. Et je suis responsable d'un service d'un pôle handicap et nous pilotons donc la politique handicap des ressources humaines avec le soutien donc du FIP. La question était définir ce qu'est une formation inclusive. Pour moi, une formation non discriminante, accessible à tous, sans adaptation individuelle. Voilà, c'est limite, ça pourrait être un rêve au quotidien. Je vous laisse la parole. Merci Christopher. Peut-être, alors je vois que Magali, du coup, Rouanet est connectée. Alors, si on arrive peut-être à vous entendre, Magali. Ah, bon, alors je pense qu'elle a des petits problèmes de connexion. Olivier, peut-être au niveau du Cap Emploi, si vous voulez peut-être vous présenter. Je me présente, Olivier Le Saint, directeur du Cap Emploi. Donc, oui, formation inclusive, ça nous parle effectivement. Cap Emploi, structure qui accompagne des personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap. Beau partenariat avec Trisomie 21 et puis avec d'autres associations. Je vois parmi les spectateurs Alexandre Richon, un rendez-vous est à venir pour développer aussi des partenariats. Voilà. Donc, nous, inclusive, pourquoi? Parce qu'effectivement, on accompagne les personnes en situation de handicap et la notion d'inclusion s'ouvre sur plusieurs thèmes, la fracture numérique, l'âge et bien entendu le handicap. Donc, effectivement, pour moi, comme disait Christophe, comme disait aussi Christopher C., c'est arriver à proposer quelque chose qui permette d'accueillir les publics qu'on accompagne qui sont en situation de handicap, mais souvent aussi tranche d'âge effectivement supérieure à 50 ans ou des jeunes par rapport à Trisomie 21. Donc, il faut vraiment arriver à travailler ces accès pour faciliter l'insertion justement dans les domaines professionnels et surtout de la formation. Merci à vous pour cette belle table ronde et à votre dispo, bien entendu, pour répondre aux questions. Merci Olivier. Alors, je vais laisser la parole peut-être à Vivien Fontaine. Hop. Hop. Les problèmes de connexion nécessitent d'être très très souple. Bonjour à tous, donc Vivien Fontaine. Moi, je suis responsable d'un dispositif qui s'appelle Appui Ressources Environnement sur la plateforme Trisomie 21 Alpes-Maritimes. Ce dispositif, il porte bien son nom. C'est qu'on a voulu, nous, sur la plateforme Ressources Trisomie 21, c'est sortir du paradigme que ce ne sont que les personnes qui ont besoin d'avoir un accompagnement, c'est-à-dire d'être accompagnées dans tous leurs projets de vie, comme ça a été longtemps le cas, et que la loi de 2005, qui prône une société inclusive, elle nécessite aujourd'hui aussi d'aller accompagner l'environnement de droit commun dans tous les champs, hein, j'ai envie de dire, sur la scolarisation, sur l'insertion professionnelle, etc., et notamment sur la formation inclusive. Alors, vous avez tous dit ce que c'était, je pense, hein, la définition, je pense qu'on l'a. La question, c'est la question du comment faire une formation professionnelle inclusive. Donc, les échanges ici vont permettre d'aller plus loin dessus, et puis on présentera tout à l'heure cette démarche d'expérimentation parce qu'on va être très humble là-dessus, je pense tous. Hein, on ne sait pas comment faire vraiment formation professionnelle inclusive. En fait,
pour accueillir vraiment tout le monde. Voilà. Merci Vivien. Alors j'en profite pour donner la parole du coup à Frédéric Danesi. Eh bien, avec plaisir. Alors, Frédéric Danesi, je suis coordonnateur de l'activité formation professionnelle à l'UFCV PACA. L'UFCV, Association d'éducation populaire, et donc moi je suis principalement sur le secteur de la formation professionnelle, du coup thématique de ce webinaire. Du coup, alors difficile de compléter et de rajouter des choses après tout ce que mes collègues ont pu dire avant moi, mais effectivement pleinement en accord sur le principe que une formation inclusive fait des singularités, je dirais la nouvelle norme, et effectivement essaye de mettre en avant les diversités, qu'elles soient sociales, culturelles ou tout autre, et d'essayer effectivement de faire des besoins et attentes différentes quelque chose de commun. Voilà, et je pense qu'on est sur ce genre de choses. Du coup, ce qui ne serait pas, c'est tout simplement se dire que, comme a pu le dire mes prédécesseurs, qu'au contraire, on efface les singularités et on se met tous dans la norme. Merci Frédéric. Je passe la parole à Serge Thomaset. Oui, bonjour à tous et à toutes. Serge Thomaset, je suis chercheur dans un laboratoire qui s'appelle ACTE. Et donc, nous établissons un partenariat avec tous les acteurs qui se sont déjà exprimés et ceux qui s'exprimeront tout à l'heure pour mener une expérimentation en appui donc des deux formations qui vont se mettre en place et qu'on va vous présenter tout à l'heure. Qu'est-ce qu'une formation inclusive? Je vais faire une pirouette, j'en sais rien, on verra. C'est l'objectif de la recherche, qu'on puisse effectivement identifier ce qu'est une formation inclusive, effectivement, et aussi ce qu'elle n'est pas. Peut-être donner des filets de sécurité, donner des éléments qui caractérisent non seulement les possibles, mais aussi les difficultés. Je peux vous dire aussi comme élément de cadrage ce à quoi on sera attentif. Pour nous, la formation inclusive, elle ne sera pas qu'une formation centrée sur les personnes avec handicap. Elle ne sera pas une formation moins-disante. Il faut que ce soit une formation qui soit une formation de valeur pour tout le monde. Et bien au-delà du handicap, ça a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on sera attentif effectivement à ce que chacun des participants à ces formations se reconnaisse et se retrouve dans cette formation. Quand je dis on sera attentif, c'est-à-dire que c'est là où on va porter notre attention, puisque vous l'avez compris, notre recherche vient s'informer, comprendre à partir de situations tests qu'on va mener. Dernier point, au-delà de l'expérimentation, ça a été dit tout à l'heure, on essaiera de voir aussi dans ces formations inclusives des critères d'efficacité, mais aussi d'efficience et d'utilisabilité, au sens où si on veut faire un label, si on veut exporter ces savoir-faire pour professionnaliser de nouveaux dispositifs, on ne peut pas rester dans une situation exceptionnelle, quasi militante, on va dire. Il faut qu'on arrive à passer à quelque chose qui soit professionnel et transposable dans les conditions réelles de la formation professionnelle telle qu'elle se met en place en milieu ordinaire. Voilà. Ok, merci Serge. Bon, vous allez vite en besogne, vous avez déjà répondu à pas mal de questions, mais du coup, on va essayer justement de pouvoir passer sur quelque chose d'un petit peu plus dynamique aussi. Justement, je vais essayer peut-être de vous poser quelques questions pour qu'on puisse essayer de réfléchir ensemble, qu'on puisse essayer de réagir sur ces questions de formation. Je voulais juste, avant de commencer, excuser encore une fois Magali Rouanet de l'hôpital privé Les Sources, qui du coup a beaucoup de dimension à gérer en ce moment avec la crise sanitaire et qui s'excuse
ne pas pouvoir prendre le temps de se connecter. Et aussi Jean-Michel Bachellery de JMB Formation, qui est un des partenaires formateurs pour cette expérimentation, qui malheureusement ne pourra pas être présent sur cette table ronde. On va essayer, on a discuté un petit peu avec eux aussi, de porter un petit peu leurs paroles dans ces échanges pour faire vivre aussi les messages qu'ils avaient à faire passer. Du coup, peut-être en commençant par vous, Christopher, sur cette réalité de terrain, quel serait pour vous un petit peu l'intérêt d'aller vers le droit commun dans le domaine de la formation pour une entreprise et pour un employeur? Alors, des intérêts, moi, j'en vois plusieurs. Tu m'as dit l'intérêt, moi, j'en vois plusieurs. J'en vois 3. Alors, l'intérêt pour l'agent, au centre. Parce que la formation, bien, lui permet de dérouler sa carrière, son parcours professionnel comme tout le monde. Voilà, de ne pas être écarté. Et en plus, pour revenir sur donc cette formation, eh bien, de la faire en même temps et avec ses collègues. Ça, c'est super important. De ne pas faire une formation, on va dire, tellement spécifique, en fin de compte, elle se distingue des formations que ses collègues font dans un service. Là, je te parle de la pratique du terrain, hein, à la vie. D'accord, donc il y a vraiment une question de dynamique, c'est ça? Oui. Ensuite, deuxième intérêt, je le vois pour le manager. Il y a une formation inclusive de droit commun. Bon, en fin de compte, le manager, il ne se pose pas la question de savoir si la formation va être utile, si son contenu va être bien intégré par l'agent, est-ce qu'il va être adapté. Je pense à des formations hygiène-sécurité, on va dire la base, mais extrêmement importante. Là, le formateur, lorsque la formation a été pensée dès le début comme étant susceptible d'être comprise, intégrée par tout le monde, le manager eh bien, va savoir il n'y a pas de problème, mon agent fait la formation. Et enfin, je vois un intérêt financier, parce qu'aujourd'hui, eh bien, pour les employeurs, comme il n'y a pas de formation donc inclusive, il y a souvent des formations spécifiques, c'est celle qu'on a fait avec Trisomie 21 notamment, hein, spécifique pour les agents qui étaient porteurs de déficience intellectuelle dans nos effectifs. Eh bien, aujourd'hui, ces formations, on les paye 2 fois. Une pour les agents lambda et une pour les agents porteurs de handicap intellectuel. Donc, un triple intérêt d'aller vers l'inclusif. D'accord, super. Merci Christopher pour toutes ces réponses. Peut-être je vais demander à Vivien de se faire le porte-parole un petit peu de ce que Magali Rouanet de la Clinique des Sources voulait mettre en avant. Peut-être du coup de nous expliquer un petit peu ce qu'il en est de l'accès à la formation professionnelle pour leurs salariés. Théo Mrozievic. Alors c'est délicat de prendre la place de Magali. Je vais juste le faire avec son accord, notamment au regard de sa participation à nos groupes on a un groupe de travail sur l'insertion professionnelle. D'ailleurs, Christopher y participe, Cap Emploi avec Anthony Turki participe et Magali. Alors, ce qui était intéressant quand on a eu des débats et des échanges pour voir où étaient les problèmes, les difficultés et peut-être les leviers à trouver, on s'est questionné. On s'est dit, mais la formation professionnelle, il y a des formations professionnelles pour les personnes en situation de handicap. Donc, pourquoi vouloir aller sur la question de la formation de droit commun? Alors, effectivement, il y a la question du droit, mais ce que soulignait Magali Rouanet, c'est que Théo Mrozievic, qui est un salarié qui est en CDI comme aide animateur à l'hôpital privé gériatrique Les Sources, ils sont constamment à faire en sorte qu'ils soient dans la dynamique d'équipe, qu'ils soient complètement dans la même dynamique que les autres, et de faire partir plusieurs salariés aussi. La volonté, c'est de faire partir plusieurs salariés en formation. Et donc pour eux, c'est complètement opposé à la volonté qu'ils ont, justement, de développer des formations et de proposer à Théo Mrozievic d'être dans ces dynamiques-là. Voilà, c'était ce que voulait relayer Magali, ce qu'elle nous a relayé aussi sur le groupe, et je pense que c'est vraiment important. Merci Vivien. Et je pense qu'il y a aussi, on parle beaucoup, justement, il faut mettre en avant aussi l'autodétermination des personnes qui ont le souhait de légitimer leur place, de faire valoir leurs compétences. Et justement, vraiment le point central, le point d'entrée de cet accès à la formation, c'est vraiment le désir des personnes. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi beaucoup rappeler. Peut-être, vous avez donné un élément de réponse aussi, Christopher, parce qu'on parlait des avantages et des plus-values que vous voyez dans cette formation inclusive. Aujourd'hui, du coup, vous avez la possibilité en tant qu'employeur de choisir les organismes de formation. Est-ce que vous avez une lisibilité aujourd'hui pour choisir une formation qui soit adaptée à inclusive ou pas du tout?
Non, je suis désolé, pas encore aujourd'hui. C'est l'un de nos projets sur lesquels on est en train de travailler, aussi bien avec le service formation qu'avec le CNFPT pour notre fonction publique territoriale. C'est un projet de longue haleine. C'est vrai qu'à chaque fois aujourd'hui, il a fallu adapter la formation lorsque ce n'était pas fait. Des formations d'intégration obligatoires pour être titularisées. Donc des agents porteurs de trisomie 21. Même une fois, c'est le cadre du service formation qui a fait elle-même, qui a accompagné elle-même donc l'agent donc pour que la formation soit bien intégrée. Mais c'est vrai que c'est un travail de longue haleine. Là, il faut qu'on travaille sur le cahier des charges, sur les contenus, et c'est pas facile. Peut-être qu'un label plus tard facilitera ceci. D'accord, ben justement, on reparlera peut-être de cette question de label parce que c'est aussi un point d'entrée qui permettra un éclairage plus évident aussi sur certains types de formations. Peut-être, Olivier, vous qui êtes du coup en lien énorme sur l'insertion professionnelle des personnes, est-ce que vous repérez vous aussi des freins dans l'accompagnement des personnes au sein de Cap Emploi, justement sur cet accès à la formation et sur le devenir professionnel? Alors effectivement, question très large parce que les freins, c'est vrai qu'ils peuvent être très larges. On parle de reconversion professionnelle, de travailler un nouveau projet. Donc effectivement, il peut y avoir des freins par rapport aux prestations sur lesquelles on peut positionner les gens, comme je disais tout à l'heure, du fait effectivement des compétences, du fait de l'âge. Et je rebondis effectivement sur ce qui a été dit par Christopher C, sur effectivement l'accessibilité. Quand je dis l'accessibilité, c'est en termes de prérequis, et l'accessibilité effectivement en termes de contenu. On l'a vu avec effectivement avec vous, Trisomie 21, sur différentes situations. On a parlé de la clinique des sources, etc. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, effectivement, les freins, ça peut être l'accessibilité en termes de financement, en termes de nombre de places à ce niveau-là, et puis, bien entendu, en termes de contenu sur lesquels il va falloir retravailler, effectivement. On a cité un exemple par rapport à la clinique des sources, mais il peut y avoir d'autres situations, comme je le disais tout à l'heure en préambule. Nos publics sont souvent aussi en lien, effectivement, avec ce qu'on appelle la fracture numérique. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut travailler en amont cette accessibilité pour donner les moyens à ce type de personnes de pouvoir suivre, d'autant plus avec la crise sanitaire qu'on rencontre maintenant depuis le mois de mars. Ça veut dire beaucoup de choses qui se font en distanciel. Donc, les freins sont de différents niveaux. Ça peut être des financements, même si on est très soutenu par la GFIP, par la région, par nos partenaires. Mais d'un autre côté, il y a des freins aussi liés au contenu sur lesquels il faut travailler en amont, ou d'autres situations où il faut carrément essayer d'adapter. Seul petit point dont vous parliez, effectivement, la norme. Il y a une norme au niveau formation qui s'appelle Calliope. Donc, il y a des choses qui sont en cours d'être travaillées. Donc, ça aussi, c'est un point qu'il faudra effectivement revoir par la suite lors de cette table ronde. Okay. Merci Olivier. Finalement aussi un petit peu dans tout ce que vous avez pu exposer jusqu'alors, ça reprend un petit peu les notions clés que vous aviez mises en avant sur votre définition de la formation inclusive. C'est quelque chose autour du vivre ensemble, autour de quelque chose qui dépasse la notion aussi de handicap. Un projet plus que de la formation, c'est plus un projet encore sociétal pour créer une dynamique qui aille dans cet esprit d'inclusion. Et c'est plutôt chouette parce que dans tous vos retours de terrain et à votre place, vous relayez tous un petit peu aussi ces questions de dynamique. On voit que c'est une dimension très importante. Peut-être, Vivien, est-ce que vous pouvez nous exposer un tout petit peu ce projet d'expérimentation, puisqu'il est aussi porté par l'association Trisomie 21. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce projet d'expérimentation de formation inclusive? Alors oui, vous en dire un peu plus, je vais essayer, puisque ça va se lancer en janvier 2021, soutenu donc, et je remercie les acteurs qui sont autour de la table, la région, la GFIP, l'OETH, le FIP, c'est-à-dire qu'on a tous les partenaires de la formation professionnelle et du soutien à l'accès à la formation professionnelle. Donc ça a été génial. Encore une fois, on a beaucoup d'humilité puisqu'on ne sait pas vraiment où on va aller. C'est pour ça qu'on a souhaité faire une expérimentation de terrain. C'est-à-dire, en gros, on va lancer 2 formations. Une formation de CPGEPS avec l'UFCV et une formation de CQP serveur avec JMB Formation. Et au sein de ces formations, il y aura une mixité de public. Donc, des personnes avec une déficience intellectuelle, des personnes sans type avéré de handicap, parce que je pense qu'on a tous nos propres situations de handicap. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Serge en parlera beaucoup mieux que moi tout à l'heure, mais il va faire une recherche-action, va mettre une caméra à l'intérieur et on va aller voir ce qui se passe. Et on va débattre et on va échanger. On va faire aussi toute une recherche de la littérature sur ce qui existe, parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent déjà,
pour essayer de mettre en relief les points clés, les points importants pour faire formation professionnelle inclusive. On a fait hier un webinaire organisé par Christophe Bertrand, la GFIP PACA Corse, sur l'accès à la formation, sur les outils, sur les adaptations à mettre en place. Moi, j'ai envie de dire que je pense que cette recherche-action et cette expérimentation, en fait, elle ne va pas nous servir à grand-chose. Je suis un peu provocateur, hein. C'est en fait, je pense que les stagiaires, les formateurs, pardon, ils ont déjà tous les outils pédagogiques, didactiques, relationnels, ils les ont en eux. En revanche, c'est depuis des années, ces publics-là, ils ont été accompagnés par des spécialistes. Donc, on se remet nous-mêmes en question, hein, au sein, je pense, des associations du champ du handicap. On a dit qu'on était les experts et on a pris cette expertise-là qui est en fait celle des centres de formation. Donc, vous avez les centres de formation qui nous écoutent là, tous les arts, tout le bagage en vous. On va juste essayer avec cette expérimentation de faire ressortir peut-être des petites choses importantes à mettre en place pour mieux peut-être faire ressortir les besoins des personnes et la manière dont ils ont dans l'apprentissage. Donc, on va venir en soutien. Et je voudrais dire une dernière chose, voilà. On est, nous, le secteur médico-social, dans ce mouvement-là, d'aller soutenir, d'aller vous aider. Voilà. Et l'idée, effectivement, c'est de valoriser, alors, non pas les centres de formation, c'est comme valoriser une ville inclusive, comme si tout pouvait l'être aujourd'hui, mais que progressivement, petit à petit, les choses avancent. Et donc, c'est de valoriser les formations inclusives pour que, comme le disait Christopher Say, on puisse, par exemple, dans les catalogues CNFPT, identifier ces formations qui sont ouvertes et accueillantes pour tous. Et on est persuadé que ça va faire effet boule de neige, que ça va être des petits cailloux qui vont permettre de faire une jolie montagne par la suite. Merci Vivien. Du coup, peut-être, je vous pose la question, Manuela, du coup, vous représentez la région Sud-PACA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la démarche de soutenir ce projet innovant? Comment, du coup, finalement, ce projet s'est organisé? Oui, bien sûr. Alors, au début, il s'est organisé par une première table ronde, une rencontre grâce à Trisomie 21 autour d'un projet, on va dire, de formation déjà incluant des personnes bénévoles et en situation de handicap. Donc, c'est Vivien qui a créé, qui a lancé en fait ce travail. Et nous, de notre côté, la région, on avait déjà fait le constat que c'était très difficile, voire impossible de qualifier les personnes en situation de handicap, qu'elles soient reconnues d'ailleurs RQTH ou pas. Et dans le cadre en fait d'une formation inclusive, hein, il faut rappeler quand même qu'effectivement l'accès à la formation est un droit de tous et que la compétence formative de la région sur les demandeurs d'emploi n'exclut pas donc ces personnes en situation de handicap. Donc pour aller vers on va dire une société plus inclusive, il faut ouvrir tous ces tiroirs, dont l'un est la formation évidemment professionnelle. Notre diagnostic du côté de la région, c'était de dire que nous avons déjà lancé plusieurs choses, plusieurs dispositifs. On avait une AMO sur plusieurs années qui a bien accompagné les prescripteurs et les organismes de formation pour rendre plus accessible, en fait, hein, on ne parlait pas encore d'inclusivité, pour rendre plus accessible en tous les cas les formations aux personnes en situation de handicap. On a mis en parallèle aussi un dispositif dont a un petit peu parlé tout à l'heure Olivier, de Cap Emploi, qui consistait en fait à dire, eh bien, quand vous entrez dans vos formations de droit commun, une personne en situation de handicap reconnue RQTH, vous avez droit à des places supplémentaires. Voilà, pour une personne intégrée, vous avez droit à des places supplémentaires pour des personnes qui ne sont pas en situation de handicap, hein, pour bien faire le parallèle. Alors, ce qui a été fait, ça a produit des avancées, forcément, mais on peut quand même en conclure que ça n'a pas pu se généraliser, ça n'a pas totalement marché. On a continué à avoir des problématiques récurrentes sur l'organisation des rythmes, malgré tout la mise en place des outils pédagogiques qui sont imaginés par les organismes de formation, sur les contenus, l'approche, peut-être aussi sur l'acceptation des autres stagiaires, donc de se mettre aussi parfois à un rythme de handicap, et surtout, je le disais, d'accompagner jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à l'insertion totale. Moi, je me permets aussi de dire que ce qui m'a beaucoup intéressée pour le coup sur cette expérimentation, c'est
Bon, la région, évidemment, accompagne l'expérimentation et cette idée, elle a été reçue vraiment très, très positivement et ils n'ont pas hésité une seule seconde, en fait, à y aller. Mais ce qui est intéressant, c'est que partant de la trisomie ou partant de la déficience intellectuelle, ce qui est certainement la plus complexe en termes d'inclusivité, on va pouvoir travailler après sur des situations peut-être moins complexes, pour le coup, de handicap qui ne sont pas forcément reconnus. On peut aller jusque, effectivement, aux ruptures de parcours, aux 10. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, Vivien, on a tous notre part de handicap en nous, à un moment ou pas d'ailleurs de la vie. Et c'est de ça qu'on parle aussi aujourd'hui dans une formation inclusive. Ce qui nous a beaucoup plu dans ce projet, du point de vue de la région, c'est de mettre en évidence concrètement les freins en portant le zoom sur 2 formations. Une qui concerne l'animation, en mettant en fait en œuvre un CPGEPS animateur vie quotidienne, et d'autre côté un CQP serveur. Donc ça, c'est le zoom sur 2 formations qui vont être examinées par une recherche-action. Donc merci de nous avoir proposé cette recherche-action et de temps d'analyse approfondie. On va pouvoir en recueillir les ressentis, du coup, concrets, réels, et cette prise de recul de la part du laboratoire, enfin de la recherche qui va être mise en place par Acté, est importante pour nous. Voilà, donc en fait, c'est cette raison pour laquelle on n'a pas hésité une seule seconde. Et aussi, je crois, parce que l'association Trisomie 21 a réussi à mettre autour de la table partenaires. Et ça a été un point qui a été soulevé aussi lorsque nous avons défendu d'un point de vue financier en interne cette action, et avec mes autres collègues, puisque je ne suis pas toute seule, évidemment, à la région à travailler sur cette question. D'accord, mais merci en tout cas. Et c'est vrai qu'il y a une véritable compétence de la région pour travailler sur ces questions autour du handicap. Et du coup, effectivement, il y a déjà, enfin, vous avez souligné, c'est un travail aussi de longue haleine. C'est pas, voilà, l'insertion, l'accès à la formation, c'est quelque chose qui est réfléchi, alors que ce soit pour vous au niveau de la région, mais du coup par l'ensemble des partenaires. C'est des questionnements qui sont déjà assez longs et profonds, mais qui prennent beaucoup de temps à pouvoir évoluer. Et donc, du coup, on est en train d'essayer de mettre une pierre supplémentaire sur cet accès à la formation. Et c'est ça qui est vraiment très motivant et très chouette dans ce projet aussi. Peut-être, Marie, est-ce que vous voulez nous préciser peut-être un petit peu les raisons aussi pour lesquelles l'OETH a souhaité également soutenir ce projet, et quel est l'intérêt que vous y voyez et que vous y voyez aussi pour l'OETH? Oui, d'abord, j'ai pris connaissance moi de ce projet suite à une rencontre donc avec Vivien. Donc, je remercie Vivien de m'avoir présenté ce projet, puisque immédiatement, en fait, moi, j'ai été séduite. Et mes administrateurs et mon équipe a été complètement convaincue aussi. On est vraiment dans une proposition de réponse à nos orientations. C'est-à-dire que l'accord handicap OETH aujourd'hui a pour mission de favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap, donc auprès de notre secteur. Et à travers ce projet, l'idée, c'est à la fois de permettre l'accès à nos métiers, puisque sans la formation, l'accès peut être mission impossible, et aussi surtout favoriser l'employabilité, donc le maintien des personnes. Donc ça, c'est la première chose, on va dire. La première chose, c'est de répondre déjà à nos missions de façon générale. Donc ça, c'est déjà le bon premier point. Mais alors, le deuxième, c'est vraiment le côté innovant et agile, en fait. C'est vrai, comme on parle de recherche-action, en fait, l'idée, c'est de travailler et d'avancer avec vous, en fait. Et comme on l'a entendu déjà jusqu'à maintenant, c'est que c'est un travail d'équipe, il y a différents partenaires, des centres de formation, les personnes concernées, des employeurs, et l'idée, c'est d'avancer tous ensemble et de voir vraiment ce qui marche, ce qui fonctionne. Donc, c'est à la fois ce côté innovant, ce côté agile, et en plus, je me dis que ça va pas être utile que à des formateurs pour revoir et prendre en considération leur méthodologie, leur pédagogie, mais ça peut être aussi utile après, en fait. Ça peut être utile après pour des employeurs, pour des managers, pour savoir comment accompagner les personnes, mais toute personne, comme on l'a dit, il n'y a pas que les personnes en situation de handicap, ça va au-delà du handicap.
Et puis, le dernier point que j'y ai vu et qui se conforte de plus en plus, c'est qu'en fait, nous, on est financeurs et on travaille en proximité aussi avec d'autres centres de formation, donc des centres de formation partenaires dans le secteur donc, de l'intervention sociale ou du sanitaire. Et on voit qu'ils ont envie de faire, ils ont envie de progresser, mais ils n'ont pas toujours les outils, les moyens, ils ne savent pas comment gérer les ressources autour de cette question-là, comment pouvoir fournir proposer des parcours complètement individualisés et d'avoir le temps et les ressources. Et je suis persuadée que ce projet permettra vraiment de capitaliser et de pouvoir essaimer et de rassurer d'autres professionnels, d'autres formateurs du secteur. Voilà. Parfait, merci. Je pense qu'effectivement, quelque chose qui est important aussi à travers tout ce que vous dites, c'est qu'on est tous plein de compétences dans notre domaine, mais on est aussi, voilà, on sait qu'on ne sait pas. Et du coup, c'est plutôt chouette d'avoir cette humilité-là aussi, de se dire, on a besoin de se réunir à plusieurs pour réfléchir, pour mettre en place voilà, des actions innovantes, comme vous l'avez tous souligné. Et justement, la force d'être un groupe, d'être pluridisciplinaire, c'est ça qui va faire naître aussi sûrement des actions qui pourront être innovantes et qui pourront justement satisfaire des besoins essentiels pour les personnes que l'on accompagne. Peut-être, Christophe, je vous laisse la parole pour la GFIP. Du coup, qu'est-ce que la GFIP finalement attend de cette expérimentation? Juste peut-être aussi de rappeler que je vous parlais aussi un petit peu au nom de Patrick Allemand du FIP, en tant que convention AGFIP-FIP, qui lui n'a pas pu être présent sur cette table ronde. Effectivement, oui, Thierry Allemand, donc le directeur territorial du FIP sur la région PACA-Corse, qui n'a pas pu être là et qui effectivement s'est joint aussi à ce projet et est un des financeurs. Donc, oui, effectivement, moi je me rappelle que suite au coup de cœur, il y a presque 2 ans de ça, avec Vivien, on avait commencé déjà à échanger autour de ce beau projet. Et au fil des échanges, finalement, ce n'est pas trop notre prérogative, nous, de financer de la formation, forcément au niveau de la GFIP. On peut être un acteur, on peut être en complément. Donc, j'avais aiguillé et Vivien en disant qu'à mon sens, la région était vraiment l'interlocuteur de prédilection, et d'autant que nous avons aussi une convention région AGFIP pour avancer sur ces sujets. Et on s'était rencontré avec Manuela à l'espace Georges François il y a une grosse année de ça. Et derrière, voilà, ça avait suivi son chemin. Il y a eu un gros travail entre Trisomie 21 et la région pour voir comment vous avez pu adosser ce projet, et aussi avec les organismes de formation. Et effectivement, dans un second temps, on est revenu à la table quand on nous a demandé si on souhaitait, d'une part, continuer à être partenaire et attentif à ce qui allait se passer, mais aussi éventuellement d'en financer un bout. Et c'est vrai que là, dans le cadre de l'innovation, on a pu, avec le FIP, effectivement, venir se joindre à vous, ainsi qu'avec Marie de l'OTH. Alors, l'intérêt, forcément, la mission de la GFIP, c'est de développer l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Donc, l'employabilité, le niveau de qualification, c'est forcément un levier important en termes de compétences pour pouvoir, et d'une part, obtenir un emploi, mais aussi développer, continuer à avoir des compétences au sein de cet emploi, développer son employabilité et donc de maintenir aussi un emploi. Il y a un premier constat que je partage et que il est bon de rappeler, c'est que pratiquement 60% des personnes en situation de handicap ont un faible niveau de qualification ou pas de qualification, contre 45% des demandeurs d'emploi classiques. Aussi, il est bon de rappeler qu'il y a une obligation à partir de 2021 au niveau de la qualité, avec de répondre à un certain nombre d'indicateurs de qualité dont le handicap fait partie intégrante. Et sur l'indicateur 26, ça parlera peut-être à certaines personnes qui aujourd'hui nous écoutent. Donc c'est vrai qu'en même temps aussi, il y a une opportunité légale à faire en sorte d'avancer sur le champ de l'accessibilité au niveau de l'appareil de formation. Et nous, à notre niveau, au niveau de la GFIP, et c'est là aussi où il y a tout cet intérêt de cette expérimentation, on a développé un nouveau service. Didier en a parlé tout à l'heure, il a participé à un webinaire qui s'appelle la ressource handicap formation, qui a en gros, on va dire, 2 volets. Un volet de venir un peu fédérer, faire un peu l'assemblier pour
des situations individuelles, mais le volet le plus important à mon sens, c'est de venir en appui sur la professionnalisation des acteurs de la formation, donc par de la professionnalisation, par de l'information, par un appui aussi, on le voit bien, il y a beaucoup d'organismes qui viennent vers nous par rapport à cette certification Calliope, comment aborder le handicap. Autant dire que tout ça nous fait dire que sur ce sujet, il y a un vrai intérêt, mais on a effectivement beaucoup de choses à faire et à développer. À mon sens, l'action qu'on est en train de mettre en œuvre, là, qui va démarrer avec vous en janvier, est une de ces réponses innovantes, agiles, qui se posent ces questions dans la diversité, dans la mixité, avec de l'inclusion qui va bien au-delà du handicap. Et donc, voilà pourquoi et pour toutes ces raisons pour lesquelles nous, au niveau de la GFIP, on est bien très content d'être avec vous et de vous accompagner. Voilà. Après, dernière chose, forcément, ça permettra de mettre en lumière des bonnes pratiques et un label, ça permettra d'essaimer ces bonnes pratiques, de les diffuser. Un label, ça donne aussi de l'image. Forcément, pour ceux qui seront labellisés, ça permettra de démontrer leur posture d'inclusion, handi-accueillante, etc. Et donc, dans le cadre aussi de quelque chose qui nous est cher, et donc de la RSE, c'est un aspect forcément qui est fort, qui est plus qu'important. Et voilà pourquoi vous avez, et on est très content d'apporter notre contribution à vos côtés. Merci pour cette réponse riche, Christophe. Et en plus, ça me fait réagir parce que vous avez parlé de label. C'est un mot qui a été relayé déjà par pas mal d'entre vous. Justement, c'était un petit peu, puisqu'on parlait là dans la case entre guillemets financeur, Marie, Manuela et Christophe. Donc Christophe, vous y avez répondu un petit peu, mais justement, quel serait l'intérêt aussi selon vous d'un label, Manuela, Marie, quelle reconnaissance, quelle échelle, quelle portée pour avoir ce label et voilà, quel avantage il pourrait apporter? Alors, juste une petite remarque sur ce que tu as dit, Christophe. En fait, pour moi, l'action, elle a déjà commencé aujourd'hui. Elle commencera concrètement en termes de formation en janvier, c'est clair. Mais elle a déjà commencé aujourd'hui par ce partenariat qu'on met en place, par toutes les questions qu'on se pose aussi sur comment on positionne les personnes en entrée. Là, des formations, on en a déjà discuté finalement. Et je crois aussi, Frédéric, avec Vivien, notamment sur l'accompagnement au niveau des positionnements et des publics en situation de handicap. Alors, en fait, la question du label, elle n'est pas venue au démarrage spontanément. En fait, on m'a demandé d'objectiver ce projet, c'est-à-dire de donner en fait un objectif à cette expérimentation parce que faut toujours voir plus loin. Il faut pas, faut pas que ça soit juste un coup d'épée dans l'eau. Et donc, objectiver cette expérimentation, cette innovation, a été donc de pouvoir l'essaimer, la développer, qu'elle puisse porter ses fruits. Sinon, ça serait vraiment dommage. Et d'ailleurs, ça rejoint tout à l'heure ce qui a été dit aussi sur Calliope et peut-être le CNFP, c'est-à-dire voir un petit peu plus loin dans les différentes strates en fait formatives. Et donc, du coup, on s'est dit que naîtrait certainement de cette expérimentation une sorte de charte ou de label de référence ou de process. On ne sait pas encore vraiment comment ça va s'appeler finalement. Mais l'idée, c'est effectivement de porter fort quelque chose qui puisse être essaimé et voir aller plus loin. La deuxième approche, on va dire, de ce label, qui me semble particulièrement intéressant pour ma part, qu'on n'a pas forcément formulé de cette manière-là aussi du côté de la région, c'est que le mode opératoire qu'on utilise aujourd'hui avec cette expérimentation et c'est à la recherche d'innovation, c'est aussi partir du terrain pour bâtir une politique publique innovante. Et c'est dans la gestion des marchés, de notre côté, avec nos collègues des services des marchés, notamment Léa Baduel qui s'occupe de ce volet, c'est comment on achète des prestations qui sont aussi plus inclusives. Donc, porter un label régional, donc notamment sur peut-être des formations inclusives, nous permettra d'intégrer dans nos cahiers des charges
des attentes des organismes de formation qui répondront. Voilà. Donc, en fait, il y a ce côté territorial sur lequel, en fait, on recherche une innovation et qui permet de bâtir une véritable politique publique à long terme pour une collectivité comme la nôtre. D'accord, merci Manuela. Peut-être est-ce que Marie, vous vouliez préciser peut-être ou rajouter quelque chose sur cette dimension d'un label et du coup les différents terrains sur lesquels Manuela aussi a pu s'exprimer. Je pense que Christophe et Manuela ont plutôt bien résumé l'intérêt d'un label. Si on partait plutôt si on est plutôt au niveau de OETH et de l'intérêt pour OETH d'un label, je pense que c'est pouvoir donner un gage de qualité, de rassurer nos adhérents pour savoir vers qui s'orienter pour toute formation inclusive, tout simplement. Voilà. D'accord, merci Marie. Peut-être sur un point de vue de terrain, du coup, au niveau des formateurs, vous, Frédéric, du coup, pour l'UFCV, qu'est-ce que cette expérimentation, elle engage finalement comme investissement pour vous? Pourquoi vous vous lancez dans cette aventure? Vous avez déjà accueilli des personnes en situation de handicap et justement, un petit peu, si vous pouvez nous expliquer votre démarche, est-ce que ça soulève comme questionnement pour vous? Alors, merci beaucoup. Effectivement, donc plusieurs questions. La première, est-ce qu'on reçoit effectivement des personnes en situation de handicap dans nos formations? Effectivement, c'est quelque chose qui arrive régulièrement, alors principalement sur des troubles 10, des troubles du coup cognitifs spécifiques, où effectivement notre démarche, je dirais, et ça va aussi avec ce qu'est l'UFCV en soi, c'est-à-dire qu'on conçoit la primauté de la personne et de se dire qu'on ne cherche pas à anticiper, on cherche à comprendre qui est la personne, puis ensuite à essayer de faire avec dans le contexte effectivement dans lequel elle va se retrouver. Donc c'est effectivement rencontrer la personne. Et il y a plusieurs outils. Alors après, c'est les outils d'organismes de formation, mais de se dire que dans un premier temps, effectivement, on fait un état des lieux de qui est la personne, de ses savoirs, de ses savoir-faire, de ses savoir-être, pour essayer d'avancer au mieux avec elle et de lui proposer du coup un parcours individualisé pour lui offrir toutes ses chances dans son cursus de formation. Mais effectivement, après, ce à quoi on se retrouve très régulièrement confronté, et c'est en ça, effectivement, qu'on est très humble et qu'on essaye, je dirais, de rien inventer. Voilà, on va voir comment ça se passe, on essaye de comprendre comment ça peut se passer, mais il y a toujours cette crainte un petit peu, je dirais, de méconnaissance, de représentation qu'il peut y avoir un petit peu sur tout ce que pourrait engendrer le handicap ou pas. Mais voilà, je sais que c'est un peu les freins sur lesquels peuvent se retrouver nos formateurs régulièrement, mais pour remettre un petit peu l'UFCV au centre des choses, effectivement, comme je le disais, on est organisme d'éducation populaire. Notre premier mot et notre première volonté, effectivement, c'est de balayer toute forme d'exclusion. Donc, effectivement, très rapidement, dans nos métiers d'animateur, parce que c'est ça aussi notre métier initialement, on a fait de la formation par la suite, mais la base de notre métier, c'est l'animation. Et l'animation, au travers de l'éducation populaire, c'est avancer avec l'ensemble des gens et leur apporter pour les faire grandir tout au long de leur vie. Donc, c'est ce qu'on essaye de mettre en œuvre. Et effectivement, des difficultés, oui, parce qu'on le disait tout à l'heure, ça n'est pas la norme, mais on avance avec ces diversités pour essayer d'en faire la nouvelle norme. Voilà. Du coup, il y avait une deuxième question. C'était qu'est-ce que ça engage effectivement comme investissement? Bon, j'ai un peu répondu, mais ce qui nous a vraiment intéressé, voilà, qu'est-ce qui nous a lancé dans cette aventure, c'est vraiment la démarche de projet, c'est ce qui nous motive dans notre vie associative aujourd'hui, tous les jours à l'UFCV. On ne fonctionne pas sans projet, et aujourd'hui, qui plus est, cette thématique effectivement de l'insertion au sens large, pour nous, c'est voilà, quelque chose qui a du sens et qui correspond clairement à nos valeurs. Et effectivement, on ne se sent pas du tout, je dirais,
moteur ou, je dirais, légitime si on était seul. Par contre, effectivement, dans un projet co-construit, en coopération avec des acteurs, là, effectivement, on y trouve tout notre sens. Et surtout, c'est ça qui nous a intéressés, c'est de se dire que pour les personnes, se mettre autour d'une table, avancer, réfléchir et proposer quelque chose qui va permettre effectivement, on le souhaite dans le futur, une réelle plus-value pour les personnes. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout. D'accord. Merci, vous avez très bien répondu, c'était parfait. Merci. Du coup, effectivement, sans me mettre à la place de Jean-Michel Bachéry pour JMP Formation, mais pour avoir discuté avec lui aussi cette semaine, ce qu'il mettait en avant aussi, c'est que dans l'accueil d'une personne en situation de handicap, on accueille d'abord la personne avant son handicap et qu'il fallait que ce soit justement cette porte d'entrée-là, et du coup de se dire, bah voilà, c'est une personne, on va faire avec ses forces et ses faiblesses peut-être, avec ses capacités peut-être différentes, et justement de construire comme on construirait pour n'importe quel autre formé quand on reçoit des personnes dans la formation. Donc c'est cette question un petit peu aussi chouette de pouvoir se dissocier du handicap et justement d'aller chercher ensuite les outils nécessaires à tout un chacun pour pouvoir être accueilli de manière satisfaisante. Alors, avant de passer la parole aussi à Serge, je ne vous ai pas oublié, Serge, hein, mais du coup, comme je sais que vous aurez un regard aussi très, très transversal sur tout ce qui a été fait, parce que votre recherche-action va porter un petit peu sur différents corps et différents instants de cette expérimentation. Je voulais juste vous poser la question aussi, Frédéric, de la question du label, justement. Quel est l'intérêt pour un centre de formation d'avoir un label? Est-ce que du coup, ça pourrait être vécu comme une plus-value ou est-ce que ça pourrait comporter un risque, être enfermant, justement, cette question de label? Alors, effectivement, pour nous, c'est indéniablement une plus-value. Et je rebondis effectivement sur quelque chose qui a été dit un peu en amont. Les organismes de formation vont être confrontés, et d'ailleurs devaient être confrontés directement au 1er janvier 2021 avec les conditions sanitaires. Ça a été décalé au 1er janvier 2022, mais par rapport au référentiel qualité Calliope, c'est-à-dire effectivement pour bénéficier de financement public, les organismes de formation doivent obligatoirement au 1er janvier 2022 avoir ce nouveau référentiel qualité et dans le critère 6, alors j'ai plus l'indicateur exactement en tête, mais en somme effectivement on parle bien d'être en capacité d'informer, d'accompagner les publics en situation de handicap. Donc effectivement, je pense que quand on présentera effectivement une réponse à un appel d'offres ou une réponse tout court d'un projet formation, avoir un potentiel label qui justifie effectivement de notre mise en œuvre sur ce sujet-là et de notre prise en compte du sujet dans la mise en œuvre de nos actions de formation, effectivement, je pense que ce ne sera qu'une plus-value et que positif pour les organismes de formation. Et personnellement, en tout cas, j'y vois pas de risque. Alors, et qui plus est, je remets encore une fois l'UFCV sur la table, mais au vu de notre projet, de nos finalités et de ce que peut être l'UFCV, bien au contraire, c'est ce que l'on recherche et absolument pas ce qu'on souhaite mettre de côté. Donc oui, s'il y a label, ce sera évidemment une plus-value. D'accord. Et puis c'est ce que vous souleviez aussi, il me semble, dans les échanges qu'on avait pu avoir au préalable, c'est que finalement, les personnes que vous formez seront amenées aussi, elles, à travailler avec des personnes aussi en situation de handicap. Donc c'est quelque chose qui vient aussi renforcer cet esprit d'accueil total, finalement, de tous les publics. Juste avant de passer la parole à Serge, du coup Vivien voulait juste aussi peut-être préciser un tout petit peu les contours de ce projet expérimental et juste peut-être préciser qu'il y a aussi d'autres partenaires, alors qui ne sont pas avec nous autour de cette table ronde, mais qui sont en tout cas aussi importants dans ce projet de recherche-action et de coopération. Oui, je voulais dire, Serge va vraiment expliquer sa démarche, il le fera beaucoup mieux que moi pour le coup. Juste, je voulais préciser qu'il était associé également en parallèle, dans le cadre d'un comité technique. Il va y avoir effectivement Serge Thomaset en tant que chercheur et son équipe, mais il y aura également 2 personnes. Une personne qui va faire des temps d'échange à la fois avec les formateurs et à la fois avec les stagiaires de formation. Ce qu'on a pour avoir le retour d'expérience, leur retour d'expérience. C'était important
de le coupler, selon nous, à la recherche-action, parce qu'on voulait aller sur la question aussi des éprouvés, des ressentis, des choses qui sont implicites. C'est-à-dire que peut-être qu'à un moment donné, parce que ce n'est pas qu'une question de pédagogie, peut-être aussi la question de la dynamique des groupes. Quelles difficultés éventuellement peuvent être rencontrées? On avait la dernière fois, justement, sur la RHF, Christophe, justement une formatrice qui disait la question il faudrait absolument sensibiliser. Il faut absolument, on a cette peur-là aussi de ne pas bien faire. Donc, je pense que ça, c'est important de le recueillir. Et ce qu'on fera dans le cadre de ce comité technique, il y aura un retour sur ces retours d'expérience. Et je vais utiliser le fameux mot qu'aime Serge Thomaset, il y aura un dilemme entre la recherche-action et aussi ce temps-là de retour d'expérience qui va permettre justement de se dire, mais voilà, d'affiner les choses et de préciser un peu ces préconisations. Et enfin, on aura la chance d'avoir, donc c'est Ingrid Gallienne qui s'occupera de ceci, on aura la chance d'avoir Marc Blin qui fera, alors une expression qu'il utilise que j'aime bien, qui fera un dérangement salutaire. C'est-à-dire qu'en gros, il va venir un petit peu avec son regard, avec une forte expertise sur la question de la formation, mais il est aussi formateur à Trisomie 21 France. Il est également formateur pour d'autres associations. Il va lui justement amener un petit peu ce regard un peu méta pour essayer aussi d'être un peu critique, d'être un peu provocateur, d'aller chercher un petit peu, à la fois Serge, à la fois Ingrid, pour encore une fois essayer d'affiner les choses. Tout ça de manière transversale avec cette revue de littérature pour aller voir ce qui se passe au Canada, ce qui se passe ailleurs, parce qu'effectivement, il y a déjà beaucoup de choses qui se mettent en place. Voilà. Alors Serge, du coup, justement, puisque Vivien vous a un petit peu introduit dans cette dimension-là, comment est-ce que cette expérimentation, comment vous allez procéder finalement dans cette expérimentation pour essayer d'identifier ce qui peut être des leviers, ce qui peut sembler aussi important à la construction d'une formation accessible et inclusive? Alors, je vais dire deux mots effectivement de nos méthodes parce que comment dire, on construit des méthodes en fonction des objectifs. Et là, l'idée, on l'a vu, c'est bien de comprendre, de mieux comprendre ce qui se passe, et par ailleurs de partir de la réalité des terrains. Et pour moi, ce sont deux dimensions importantes. Les outils qu'on mobilise sont principalement empruntés à l'ergonomie. Quand on fait une analyse du travail dans les entreprises, on peut utiliser des outils qui permettent à la fois de détecter, d'appuyer, puisque c'est une recherche-intervention, d'appuyer aussi l'innovation, mais aussi de rendre visibles des éléments qui sont invisibles aux yeux même des acteurs. Parce que on le sait bien, quand on travaille tous, on fait, mais on n'est pas forcément conscient de ce qu'on fait. C'est pour ça que Vivien disait tout à l'heure que c'est important d'aller filmer, d'aller voir le réel de l'activité et pas simplement ce que l'on croit faire quand on en reparle après que les cours sont finis ou que le travail est terminé. Donc voilà, pour moi c'est un élément important. Juste une petite parenthèse, on arrive à la fin de ce webinaire, je voudrais pas plomber l'ambiance, mais il est clair que Christophe Bertrand l'a dit tout à l'heure, ce projet date déjà depuis de 2 ans. Il faut du temps et on a enfin comment dire, il y a une temporalité pour la recherche. On va pas non plus pouvoir faire des miracles. Si c'était simple, il y a longtemps qu'on l'aurait fait et il y a longtemps qu'on saurait faire. Donc on va essayer effectivement de mettre une pierre non négligeable dans cet édifice et de continuer à bâtir tous ensemble. Mais évidemment, les résultats, j'imagine, dans ces situations singulières sur lesquelles on va travailler, nécessiteront d'être confortés, réappuyés dans d'autres contextes, sur d'autres types de formations, avec d'autres personnes avec handicap, puisqu'on sait bien que à la fois tout le monde est différent, mais à la fois il y a des singularités à certains moments qui peuvent rendre les choses un peu spécifiques.
Voilà. Pour terminer, donc, pour répondre à la question, comment on va faire? On va effectivement aller filmer quelques séances de travail sur les terrains, à la fois des enseignements théoriques et des enseignements pratiques. Ça, c'est quelque chose qui va être à négocier aussi avec les formateurs pour qu'on puisse voir des pratiques qui correspondent, on va dire, au réel, au quotidien, pas des choses exceptionnelles, pas des choses magiques, puisque justement, on va se préoccuper après de transfert et de généralisation de ces pratiques. Ensuite, et parce que finalement, quand on filme, on ne voit que ce qui est mis en place, on va avoir besoin de recueillir beaucoup plus que ce qui a été fait, toute l'expertise qui fait que les gens font ce qu'ils font. Donc, on va faire des entretiens qu'on appelle des entretiens d'autoconfrontation, qu'on va faire individuellement pour mieux comprendre ce qu'a fait chaque acteur, et puis pour monter en compréhension, en généralisation, on va croiser ces entretiens entre tous les acteurs. C'est pour ça qu'on est très heureux qu'il y ait 2 sites et puis des acteurs de cultures différentes à certains moments, ce qui permettra de se débarrasser, tant que faire se peut, des contextes et en arriver à des pratiques qui soient plus génériques et plus transversales. Ce qui fait que, je pense, vous l'avez compris, les besoins des personnes, bien souvent, on les connaît parce que le secteur médico-social a pu travailler et a une grande efficacité dans ce domaine. Les besoins des formateurs et les besoins des organismes de formation, on les connaît moins. Et c'est pareil dans l'école, c'est pareil dans plein de domaines. Tout se passe comme si on pourrait croire que quand on connaît les besoins des personnes, on va savoir y répondre. Ben non, les métiers devront évoluer et c'est ce type d'accompagnement qu'on voudrait favoriser en comprenant mieux les glissements, mais aussi les difficultés, mais aussi bien évidemment les savoir-faire qui seront à développer pour prendre en compte l'ensemble des personnes dans nos formations. Voilà en 3 mots. D'accord. Merci, merci Serge. Peut-être il est déjà 11h15, on arrive gentiment vers la fin de cette table ronde. Peut-être on peut essayer de prendre quelques questions et réponses, quelques questions, pardon, et vous proposer quelques réponses. Je regarde juste dans le chat, je vois que par exemple Sylvie Courset nous demande pourquoi les formations montrant des inclusions dans différents métiers, emplois ne sont pas proposées d'office aux employeurs, à leurs employés, au même titre que les formations qu'ils ont sur des questions de sécurité ou de feu. Alors peut-être que cette question, elle s'adresse plus à des employeurs, du coup à des formations générales sur le handicap, sur la connaissance du handicap, peut-être plus qu'à des salariés en situation de handicap qui voudraient, eux, se former pour monter en compétences. Mais en tout cas, effectivement, c'est peut-être une question aussi très intéressante qui mérite d'être soulevée. N'hésitez pas, hein, du coup, tous les participants autour de la table ronde à rebondir sur certaines questions. On a Séverine Tostin qui nous dit qu'ils sont actuellement, elle est personnellement salariée d'un CRP et qu'ils sont en train de développer un service d'accompagnement mobile à la formation au sein des établissements de droit commun. Olivier, peut-être vous vouliez intervenir sur cette question-là. Oui, à quel titre? Je ne vois pas trop la question. Ah non, pardon, non. Ah bon? Je suis désolé, c'est moi. Alors du coup, j'ai mal vu j'ai des infos qui apparaissent dans le chat et donc du coup, je pensais que vous vouliez prendre la parole là-dessus. Non, je suis désolé. Ça marche, pardon. On a aussi du coup un retour comme quoi il y a un gros travail à faire pour sensibiliser les professionnels des organismes de formation type AFPA, Greta, pour faire sortir les formateurs des représentations, mais en apportant l'expertise de l'équipe pluridisciplinaire afin de donner des éléments d'aménagement ainsi que des sensibilisations précises
sur chaque personne accompagnée afin d'individualiser au mieux le parcours. Ouais, peut-être Vivien, si tu veux réagir. À ce titre-là, sur cette question-là, le webinaire d'hier, qui a été organisé par Christophe Bertrand, pour but, tu pourras peut-être en dire plus que moi, mais pour le coup, a permis justement à différents partenaires de parler justement des adaptations à mettre en place pour des personnes avec des troubles du spectre autistique, avec des personnes qui ont des troubles d'apprentissage, notamment sur la déficience intellectuelle et sur d'autres types de handicap. Donc, ça a été enregistré, donc ça a été passionnant et avec beaucoup d'éléments. Ça peut être intéressant s'il y a des organismes de formation qui nous suivent, de prendre contact avec Christophe Bertrand qui vous reliera, qui vous transmettra le lien, ou par Andy Job qui vous transmettra le lien vers ce webinaire-là. Voilà. Après, je pense que nous, associations du secteur, on est aussi à disposition des centres de formation pour venir les sensibiliser, leur parler du handicap et essayer de les aider aussi au mieux. On doit être ressource, on se doit d'être ressource en tout cas pour ces organismes de formation. Je me permets de répondre à ta question, Vivien, et de faire un petit peu le lien aussi avec ce qui a été dit juste avant, la question concernant le CRP et l'équipe mobile. Bon, effectivement, là, le webinaire qui s'est déroulé hier, ça a comme vocation d'être en appui des acteurs de la formation, de les sensibiliser au handicap, de leur donner aussi des options, d'aider à identifier des acteurs qui peuvent être mobilisés. On a un certain nombre de prestations qui sont mobilisables en formation pour venir rendre accessibles les contenus pédagogiques ou venir à l'appui technique pour les formateurs, mais aussi pour les personnes. Donc, on a un certain nombre d'outils. Et effectivement, il y a eu un nouveau décret de loi, mais je pense que ça fait écho à ça. Les CRP sont en train aussi de développer une mission d'appui aux organismes de formation de droit commun. Alors, j'imagine que les choses ne sont pas encore tout à fait mises en œuvre avec des équipes de partout et sur chaque territoire. Et je pense qu'on va tous, les uns et les autres, en bonne intelligence, agir en complémentarité. Et donc, je sais que ces prochaines semaines, ces prochains mois, on va se rapprocher aussi de nos collègues des CRP pour voir comment on peut venir, nous, avec nos outils, et voir comment, en complémentarité, on va pouvoir justement appuyer, professionnaliser ces acteurs de la formation qui, oui, je pense que c'est un gros paradigme, c'est de passer d'une modalité pédagogique, en gros, à d'autres modalités inclusives. Et c'est un vrai challenge pour chacun et pour tous. Alors je dis un petit mot et je me fais un peu l'avocat aussi du diable. C'est aussi qu'on est dans des systèmes les uns et les autres. Quand on répond à des marchés, il y a des contraintes qui sont financières et qu'il faut rentrer aussi dans des enjeux financiers. Et donc voilà, aussi apporter l'aspect très qualitatif, être en capacité d'avoir du temps, de déployer des compétences, etc. À mon sens, c'est un coût, à mon sens, c'est un investissement. Et je crois aussi qu'il faut garder ça aussi en tête et qu'il faut que chacun on puisse, quand on est financeur, venir de la meilleure des manières accompagner ces marchés et ces acteurs. Parce que le monde de la formation aussi est en souffrance par rapport à cet aspect-là. Voilà. Peut-être que quelques collègues qui sont là peuvent aussi en témoigner. Donc, il y a aussi ces injonctions un peu paradoxales auxquelles les uns et les autres, il faut qu'on essaye de répondre au mieux. C'est un vrai challenge et c'est d'autant plus intéressant d'accompagner tout ce mouvement et de voir que les CRP, la GFIP, l'ODH, le FIP, plein de structures associatives comme Trisomie 21, la région, voilà, on est tous engagés sur ces sujets. Il faut qu'on y aille collectif, qu'on joue chacun en complément et dans notre rôle, mais dans un monde qui bouge. Ce qui veut dire aussi que certainement, on aura les uns et les autres à ajuster nos réponses. Oui, et moi, si je peux juste dire un mot de la question sur mieux sensibiliser et peut-être s'attaquer aux représentations dans divers centres ou porter parfois, en tous les cas, de mauvaises représentations sur le monde du handicap et les modalités, les difficultés qu'il faudrait mettre en œuvre pour pouvoir leur permettre cet accès. Il a été cité 2 centres, là,
l'INSPA et le GREPA, qui sont, c'est vrai, des grands organismes de formation en termes de quantité. Ce sont des organismes, on va dire, plutôt rattachés au secteur public. Mais il faut aussi prendre en compte tous les organismes du privé qui, pour le coup, sont plutôt pensent avoir réussi quand ils ont fait du quantitatif. Or, aujourd'hui, on voit très bien que la réussite, ce n'est pas forcément le quantitatif, c'est justement le qualitatif pour tous dans cette société, et qu'on ne peut pas s'appuyer que sur des personnes qui, comme vous tous autour de la table aujourd'hui, avaient la passion, avaient l'envie de changer la société pour qu'elle devienne inclusive, dans tous les cas d'y contribuer. On verra combien de temps ça mettra. On ne peut plus, en fait, ne s'appuyer que sur ces personnes qui ont l'envie. Et il faut passer un cran au-dessus pour tous et faire adhérer, donc, je crois, autour de ce projet, qu'on tire, en fait, la société un petit peu plus loin. Et donc vers du qualitatif et non pas du quantitatif. Pour rebondir sur ce que tu dis, pardon, Manuela, pour rebondir sur ce que tu dis, juste, je crois que c'est ça qui est important. Je me rappelle une sensibilisation dans une classe de 6e. On fait des sensibilisations en binôme, un professionnel ou un parent avec une personne qui a une déficience intellectuelle. Il y a une élève un jour qui se lève et qui me dit, mais monsieur, voilà, mais si on était plus avec eux, on en aurait moins peur. Moi, j'ai l'impression aussi que le levier pour pouvoir permettre à terme, dans les années à venir, la formation professionnelle inclusive, l'insertion professionnelle, tout ce que vous voulez, faciliter toutes ces choses-là, c'est justement d'aller, dès le plus jeune âge, aller sensibiliser, aller faire évoluer les choses. Là, on est sur une autre expérimentation sur le centre animaliste Costanzo, avec la ville de Nice, pour essayer de le rendre 100% inclusif. Mais on voit que les logiques, même des infographistes qui travaillent sur les plaquettes pour les rendre faciles à lire et à comprendre, ce n'est pas nous qui le faisons, on les aide, mais ça les a complètement, comme le dit Charles Gardou, un anthropologue, fait sortir de leur précaré. C'est-à-dire qu'ils avaient des chartes graphiques à la mairie Nice, Christopher pourrait, il devait y rester, ça les a poussés à sortir de leur charte graphique. Et ils disent aujourd'hui, mais elle est beaucoup plus jolie, cette plaquette que vous nous proposez, etc. Donc j'ai envie de dire, c'est en allant un peu dans tous les espaces de la vie, que ce soit, on va voir tout à l'heure avec la table ronde santé inclusive, mais aller sur la vie sociale, sur l'école, c'est là qu'on va faire changer le regard, la question du regard, et progressivement, je pense que les choses j'ai l'impression, et je l'espère, elles vont se libérer parce que parfois, tout le monde a les compétences en soi, sauf que il n'ose pas se le dire ou en a peur. Je vais rebondir 2 secondes sur ce que tu viens de dire. Mais je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos, on est dans une société qui est très normée et on a du mal à faire sortir de la norme. On peut prendre des exemples, même en situation de travail, des grandes entreprises où il y a un dress code et tu n'as pas la cravate, tu n'as pas le costard, et si tu ne pars pas à 8 heures de ton bureau, tu n'as pas fait le boulot, même si de 5 heures à 8 heures, tu n'avais pas de travail ou tu faisais autre chose, même si tu aurais pu venir. Bon, voilà, et c'est ainsi, et malheureusement, ça exclut beaucoup de richesse, beaucoup de diversité, beaucoup de créativité, et ça exclut un pan de la société qui pourtant, on peut le regarder de manière très cynique et pragmatique, sont aussi des consommateurs, sont aussi des citoyens, on peut le prendre à toute échelle. Et pour rebondir sur ce que disait Manuela, effectivement, la sensibilisation au handicap, c'est un vrai enjeu, et il faut qu'on puisse accompagner ces organismes, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Calliope a cette certification de qualité qui va beaucoup plus loin que ce qui existait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on était beaucoup sur du déclaratif. Avez-vous un référent handicap? Oui. Voilà, mais j'exagère à peine. Mais aujourd'hui, il va falloir vraiment répondre. Et tous les 3 ans, on repassera au crible d'une certification avec un auditeur. Il va falloir la payer, cette certification. Il va falloir payer l'audit. Il va falloir rentrer dans ces clous-là. Alors, on a besoin de tout. On a besoin d'engagement, on a besoin de militantisme, on a besoin d'aspects légaux aussi, pour nous inciter, nous obliger à aller sur ces chemins-là. Et c'est sûrement le cumul de tout cela qui nous fera faire le chemin. Mais c'est vrai que force est de constater ensemble que du moins sur ce paysage-là, on est loin d'être dans les clous, mais on est en route. Voilà, on est en route et c'est quand même ce message-là qui est important. Et cette expérimentation, et tous ceux qui sont autour de la table en ont témoigné, on est en route, on est ensemble et on avance. Et comme tu l'as si bien dit, Manuel, on a déjà démarré. On est en train de faire et voilà, c'est super et très, très enthousiasmant.
Chouette, effectivement, je suis complètement d'accord avec vous et justement ces questions de sensibilisation aussi permettent non seulement d'ouvrir les consciences, d'ouvrir le champ des possibles et du coup de rappeler aussi justement, même si c'est porté sur un type de handicap, de ne jamais en tout cas perdre d'esprit la singularité de la personne puisque voilà, toutes les personnes avec une déficience ne se ressemblent pas, toutes les personnes avec une trisomie ne se ressemblent pas et voilà, de porter vraiment attention à ça et en même temps juste de pouvoir rappeler aussi que tous les efforts qui peuvent être fournis dans la création d'une pédagogie différente, dans la création d'outils différents. Finalement, s'ils sont accessibles à des personnes avec une déficience intellectuelle, ils seront encore plus faciles à comprendre pour le tout un chacun. Donc finalement, c'est des efforts qui sont pérennes et qui du coup permettent à chacun de pouvoir s'en saisir. Et c'est aussi la force peut-être de ce travail et de se mettre au travail sur ces questions-là. Il est 11h24. Je voulais juste aussi peut-être souligner qu'on a eu un pic, si on peut dire comme ça, à 72 personnes lors de cette table ronde. C'est très très chouette. On vous remercie énormément d'être venus aussi nombreux sur ce moment de partage et de communication. On est ravis que ces questions autour de l'inclusion et de la formation professionnelle puisse vous intéresser et puisse justement vous amener aussi à réfléchir et à aller de l'avant dans ces questionnements. Je remercie l'ensemble des participants de cette table ronde pour leur patience, pour le temps qu'ils ont mis aussi à la préparer et pour leur disponibilité et pour leur participation à ce projet. Merci à HandiJob aussi de nous avoir accueillis et de mettre en lumière aussi ce projet-là. Donc, merci à tous les participants, merci à tous les conférenciers pour cette table ronde très intéressante. Je voulais souligner qu'aujourd'hui, on arrive au dernier jour de la semaine et on souhaitait donc remercier tous les participants. On a été plus de 1500 à participer à tous les webinaires. Il y en a 35 au total sur le long de la semaine. Il en reste quelques-uns dans la journée. On vous invite à y participer. Ça a représenté aussi plus de 70 conférenciers qui ont assuré la qualité de tous ces webinaires. On remercie nos partenaires qui ont pu nous aider à mener en fait à bien tous ces webinaires, la GFIP, l'association Trisomie 21, Keops et bien d'autres. Et au vu du succès de cette semaine, on ne va pas attendre l'année prochaine pour faire de nouveaux webinaires. Vous allez nous revoir très vite. Et on vous invite à nous suivre sur nos réseaux, sur la chaîne YouTube HandiJob, que vous pourrez revoir les replays de pratiquement tous les webinaires. Et on vous enverra de toute façon les accès par mail. Et donc, les webinaires y continuent, puisqu'on enchaîne tout de suite. Donc, on vous laisse un quart d'heure de pause. Et on va à 11h45, on peut se retrouver pour la table ronde sur la santé inclusive. Et je vous dis donc du coup à très vite.